Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de votre édition. Nous irons à Abobo où une cérémonie d'hommage a été organisée ce dimanche en l'honneur du président de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à cette journée de reconnaissance. Des prisonniers se sont évadés ce dimanche à la maison d'arrêt et de correction de Katiola. Ils sont au nombre de 96. 13 détenus ont été retrouvés après les patrouilles effectuées. Les enquêtes sont en cours pour connaître l'origine de cette évasion. Les populations des Biennois dans le département d'Aboasso ont désormais de l'eau potable en quantité suffisante. La station de traitement d'eau potable est rouverte depuis le 30 août dernier. La remise en service est saluée dans la région. La communauté internationale condamne la Corée du Nord. Le pays annonce un essai réussi d'une bombe à hydrogène. C'est le 6e essai nucléaire du régime nord-coréen. Washington dénonce des actes hostiles et dangereux. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Elle a regagné Abidjan avec ses médailles d'argent. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde au 100 et 200 mètres dames, est avec nous sur ce plateau. Elle se prononcera dans quelques instants sur ses différentes participations aux mondiaux d'athlétisme à Londres et au Diamond League à Birmingham. Bonsoir Marie-Josée Talou. Bonsoir à vous. Alors, vous avez beaucoup à dire aux Ivoiriens sur vos dernières courses et également sur vos projets futurs. Exactement. À tout à l'heure, donc, pour l'entretien. Tout d'abord, voyons cette rencontre à laquelle a pris part le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Abobo. C'est une cérémonie d'hommage organisée ce dimanche en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara. Les populations à Abobo se sont retrouvées pour saluer les actions du chef de l'État. Les échanges ont également porté sur le 3e congrès du RDR. Je vous propose maintenant d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La mobilisation de ce jour, tout comme celle auquel nous avons assisté à travers tout le pays depuis des semaines, témoigne de cette force de notre parti et, comme je vous l'ai dit, annonce un parti encore plus fort et un parti nouveau. Ce RDR donc nouveau, qui sera donc en plus à l'écoute de tous donc ces militants, qui sera toujours plus proche de ces militants, est un RDR qui doit être un RDR qui va au Congrès dans l'union et dans l'union. Le RDR et le président Alassane Ouattara ont réussi à repositionner la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde, dans le cadre de notre alliance du RHDP, avec le PDCI-RDA, le MFA, l'UDPCI et l'UPCI. Les enfants de Félix Houphouët-Boigny se sont mis ensemble et ont réussi des choses formidables. Je voudrais donc à cet instant de mon propos saluer la coalition du RHDP, fruit de la vision du président de la République et des présidents des partis frères du RHDP. Et je voudrais citer le président Nicolas Bédier. Autre cérémonie d'hommage ce dimanche. Les jeunes rassemblés au sein de l'Alliance pour la jeunesse ivoirienne ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. On en sait plus avec Herman Djivi. Des dizaines de mini-cars, avec à leur bord des jeunes en provenance de toutes les communes d'Abidjan, ont rallié ce dimanche l'hôtel communal de Cocody pour une journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de paix et de développement. Répondant massivement à l'appel des leaders de jeunesse, Awassa Abdoul, Charles Niaouré, Touré Souleymane, Touré Mamadou, chargé de la mobilisation pour le 3e congrès du RDR, les jeunes de l'Alliance pour la jeunesse ivoirienne ont tenu à réaffirmer leur attachement au président de la République. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, chers jeunes de l'Alliance, nous vous lançons un appel à la mobilisation pour le 3e congrès ordinaire du RDR. Nous sommes reconnaissants parce que le président de la République, Alassane Ouattara et son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon, ont permis que la Côte d'Ivoire aujourd'hui soit un pays stable, un pays en paix. Selon Touré Mamadou, à compter du 9 septembre, date d'ouverture du 3e congrès du RDR, rien ne sera plus comme avant au RDR. Le RDR nouveau, c'est vous les jeunes. À partir du 9, plus rien ne sera comme avant. Organisez-vous. C'est ceux qui seront organisés qui vont profiter de la politique du président Ouattara. C'est vrai qu'on dit le congrès du RDR.
mais vous êtes un mouvement de soutien à Alassane Ouattara qui vient prendre la tête du RDR. Ça sera aussi le congrès d'un mouvement de soutien à Alassane Ouattara. Une cérémonie placée sous le parrainage d'Ahmed Bakayoko, cadre du RDR. Les jeunes de l'Alliance pour la jeunesse ivoirienne ont fait la promesse de se faire les porte-flambeaux d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire qui avance et qui gagne avec Alassane Ouattara. Nous prenons la direction de Katiola où des prisonniers se sont évadés ce matin de la maison d'arrêt et de correction. Ils sont au nombre de 96, mais les patrouilles effectuées dans la ville et les villages environnants ont permis de retrouver 13 détenus. Les enquêtes sont en cours pour éclairer sur les circonstances exactes de cette évasion. Soro Corona, Kades Godogo. Maison d'arrêt et de correction de Katiola, centre nord de la Côte d'Ivoire. Un dimanche vécu difficilement. 96 individus en détention dans cette prison se sont évadés. Selon des sources pénitentiaires, c'est aux environs de 5h30 que tout a commencé. Un détenu, ex-pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, serait à la base de cette évasion de masse. Toujours selon nos sources, le détenu, après avoir ouvert sa cellule, a aidé les autres prisonniers à ouvrir les leurs. Une fois dans la cour, ces prisonniers ont pris en otage le garde de faction avant d'ouvrir le grand portail. Des tirs de sommation n'ont pu dissuader ces prisonniers. Sur 96 évadés, seulement 13 ont été retrouvés. Des patrouilles sont en cours pour rattraper les 83 autres prisonniers évadés. Dans la ville, aucune psychose n'est à noter. La maison d'arrêt et de correction de Katiola, ce sont environ 200 détenus qui y sont incarcérés. Et notez en bref que 6 individus armés ont mené une attaque dans la nuit d'hier à la brigade de gendarmerie de Songon, faisant un blessé parmi les gendarmes. Des renforts ont été envoyés à Songon. La situation est calme ce dimanche. La population à Biennois, dans le département d'Aboisseau, ont désormais de l'eau potable en quantité suffisante. La station de traitement d'eau potable de la localité est rouverte depuis le 30 août dernier. La remise en service est saluée dans toute la région, comme nous l'explique Gabriel Zani. Pure et buvable. La station de traitement d'eau potable de Biennois remise en service ce jeudi 30 août. Pendant près de 7 mois, elle est restée fermée, l'eau devenue trop boueuse, difficile à traiter. En cause, les activités des orpailleurs clandestins installés en amont du fleuve au Ghana voisin, explique le directeur de l'exploitation à l'ONEP, Office national de l'eau potable. Le problème se passait au Ghana. Les gens qui se donnaient aux activités d'orpaillage mettaient dans cette eau-là assez de boue et l'eau était boueuse, de telle sorte que ce compartiment que vous voyez, ce dispositif, n'était pas à même de pouvoir traiter cette eau-là. C'est pour cela qu'on l'a arrêté. Et puis, autre motif aussi, on se disait que cette eau qui venait pouvait être polluée par des agents chimiques qu'utilisent les orpailleurs. Cette remise en service est le résultat de plusieurs mois de travail acharné et aussi de discussions avec les autorités ghanéennes. Un succès. Les autorités ivoiriennes s'en réjouissent. Grâce aux interventions du président de la République et du Premier ministre, ces problèmes ont été résolus. Nous avons mis un peu de temps pour faire toutes les analyses possibles. Et il y a cela 3 jours, on a été informé par la SODECI que les problèmes ont été résolus et qu'il fallait reprendre la desserte en eau potable de la ville de Biennois. Le captage de l'eau brute se fait ici, dans la Bia, le fleuve transfrontalier. Elle est acheminée dans des tuyaux à la station de traitement pour suivre le circuit de la salle de traitement, au filtre à sable et enfin à la bâche qui sert à stocker l'eau potable. La station a une capacité de production de 1300 mètres cubes, soit 1 300 000 litres par jour, de quoi satisfaire les attentes en eau potable des 11 000 habitants de Biennois, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire. On l'attendait ce samedi, elle est bien arrivée à Abidjan. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Tallo, vice-championne du monde au 200 mètres dames, a été accueillie par une foule en liesse hier à l'aéroport. Elle est avec nous justement pour parler de ces différentes courses. Bonsoir Marie-Josée Tallo. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors on vient de le voir dans les images. Comment avez-vous vécu votre accueil hier à l'aéroport? C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vu toutes les personnes qui sont venues là à l'aéroport m'accueillir. Je ne m'attendais vraiment pas à ça.
toute la communauté Gouro, tout le peuple, bon, beaucoup de personnes, le peuple ivoirien, il y avait le ministre et surtout ma famille qui était présente, ça m'a fait vraiment plaisir, j'avais vraiment pas de mots, j'étais vraiment émue en tout cas. Et vous revenez d'Angleterre avec 2 médailles d'argent. Vous avez terminé également la 2e place au Diamond League. C'est une belle moisson. Alors, comment se sent l'athlète que vous êtes? Bah, je suis vraiment contente et je peux que remercier Dieu vu que ma saison là, a commencé vraiment très mauvaisement. Donc là, je peux que remercier Dieu parce que tout ce que j'ai accompli là, je ne pensais pas en tout cas avoir les médailles. Avec le coach qu'on partait, on se disait que bah, on partait faire la finale et puis après on verra. Pourquoi ce pessimisme au départ? Non, on n'était pas c'est pas comme si on n'avait pas confiance en soi, mais le problème c'est que j'ai commencé les entraînements en janvier. Après, en février, j'ai eu encore un bobo au pied et j'ai dû faire un break pour reprendre en mars. Et vu que la saison, bon, les championnats du monde, c'était en août, c'était un peu compliqué. Donc, je ne pensais pas vraiment être au top de ma forme, en tout cas. Et Dieu faisant, ce qui est arrivé, et puis les médailles sont arrivées. Et les médailles d'argent sont arrivées. Exactement. On va revenir sur votre course du dimanche 6 août dernier. Vous vous souvenez? C'est une course que vous n'allez jamais oublier. Jamais, jamais. Et vous allez nous dire pourquoi vous n'allez jamais oublier, puisque c'était au championnat du monde d'athlétisme. Vous avez raté l'or d'un cheveu. Exactement. On peut dire, c'est comme Rio, j'ai raté la médaille de bronze d'un cheveu. Et là, comme on le dit, moi, je n'ai pas regardé vraiment ma course. J'étais focalisée sur la ligne d'arrivée. Du coup, je n'ai pas vu l'autre qui venait. Et c'est après, quand j'ai revu la course, je me suis dit, mince. Mais après, comme on dit, tout ce que Dieu donne, on prend. Donc, moi, j'ai pris ma médaille d'argent, vu que c'est la première médaille internationale que j'ai. Je trouve que c'est la belle récompense après tant d'années de souffrance. Donc, voilà. Et Miss, on va regarder encore cette course. Et ça part sans faux départ, un faux départ pour Talou. Et pour Rosangela Santos, Marie-Josée Talou qui est devant. Marie-Josée Talou qui est devant. Allez, elle va être devant. Allez, elle est passée. Toribo revient. On ne sait pas. Elle est première ou deuxième. Il y aura une médaille pour Marie-Josée Talou. Toribo qui plonge sur la ligne. C'est peut-être sûr, la médaille est sûre maintenant. Toribo plonge. Elle a peut-être les épaules qui sont passées. Elle s'est écrase. Elle s'est arraché la peau là, sur l'épaule. On va attendre la photo finish. Marie-Josée Talou, elle est première ou deuxième. Elle a une médaille, c'est sûr. Toribo s'est arraché première ou deuxième aussi. Alors dites-nous, Marie-Josée, à ce moment précis, qu'est-ce qui se passait dans votre esprit? En fait, quand je suis arrivée, je ne savais même pas que j'étais dans les 3 premières. Et j'ai regardé dans le public, il y a un monsieur qui était là qui me disait « Tu as la médaille d'or ». J'ai dit « Moi, en fait, je ne savais pas, donc j'attendais les résultats. Et quand j'ai vu les résultats, j'ai revu ma course, je me suis dit « Ah mince, j'ai raté, mais au moins j'ai la médaille d'argent ». C'était la déception? Non, même pas. Moi, j'étais contente, je pleurais de joie parce que quand je regarde ma saison, comment elle a commencé, c'était un gros cadeau que Dieu venait de me donner. Donc moi, j'ai pris ma médaille avec beaucoup de joie en tout cas. Vous avez regardé, vous avez vu également la photo finish. Exactement. Et là, vous étiez d'accord avec les résultats? Pas totalement, parce qu'avec le coach, là, on en parlait à Bruxelles, on se disait que vraiment à y penser, parce qu'à Bruxelles encore, je termine deuxième, mais quand tu regardes, tu sais que je suis première, mais après, c'est eux qui ont dit que c'est le résultat, c'est le résultat. On prend avec. Et il y a des leçons que vous avez tirées? Exactement. Quelles sont ces leçons? Il faut casser à l'arrivée. Casser. Et à 28 ans, vous avez 28 ans, on ne dit pas l'âge d'une femme, mais là on se permet parce qu'on le sait. Ouais. Vous avez 28 ans, alors quels sont vos projets futurs, Marie-Josée Talou? Bon, là, en ce moment, je ne veux pas trop parler. Comme on dit, les projets, ça se fait dans le secret. En tout cas, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour les saisons à venir. J'espère vraiment qu'ils vont se concrétiser. Tout est dans la main de Dieu. Avec le coach, on en parle et on verra comment la saison prochaine va se faire. Vous êtes attendu en Suisse, en Belgique? Ou bien c'est déjà... Attendu en quoi, en Suisse? Oui, il n'y a pas une autre saison non, la saison elle est terminée. L'année prochaine, il y a les championnats d'Afrique. Bon, il y a les championnats du monde en salle, il y a les championnats d'Afrique et puis il y a la Coupe continentale. Après, avec le coach, on va voir comment on va gérer ça et puis bon. Et puis pourquoi pas nous ramener l'or? Oui. Tant attendu? Pour le Qatar 2019, dans 2 ans. Et après, il y a les championnats du monde et les JO à truc. Au Japon. Donc on espère l'or. J'espère vraiment. Et vous allez travailler et casser, comme vous l'avez dit. Mais justement, là, maintenant, je vais mettre ma tête et même mes cheveux. Merci beaucoup, Marie-Josée Talou. Et puis encore, félicitations. La Côte d'Ivoire, en tout cas, est heureuse de vous avoir et de nous avoir amené ces 2 médailles d'argent. En tout cas, ce fut un plaisir pour le pays. Je suis contente, en tout cas, pour le faire.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Abidjan, la capitale économique ivoirienne, se prépare à accueillir du 4 au 8 septembre prochain la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Les réflexions vont porter sur le thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance économique et également à la création d'emplois à travers l'agriculture ». Lansine Bakayoko, notre reporter, nous situe sur les enjeux de cette rencontre. Cette 7e édition du Forum de la Révolution verte à Abidjan est la toute première dans un pays francophone. C'est l'occasion pour les leaders mondiaux et africains de discuter des politiques, des programmes et des investissements innovants visant à améliorer la transformation agricole et la sécurité alimentaire. Pour les acteurs, le choix de la capitale économique ivoirienne de recevoir un tel sommet n'est pas un hasard. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire compte tenu du leadership que la Côte d'Ivoire est actuellement en train d'exercer, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique tout entière. Les autorités de la Côte d'Ivoire, en particulier son Excellence le chef de l'État, aura l'occasion de partager la vision de la Côte d'Ivoire pour exprimer, non seulement à des pairs chefs d'État qui seront ici, mais au monde entier, les conditions nécessaires pour que l'agriculture réalise son potentiel en Afrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez évocateurs. D'après le gouvernement ivoirien, la première phase du programme national d'investissement agricole a contribué à une avancée significative de la production agricole aussi bien au niveau des cultures de rente que des productions vivrières. À titre d'exemple, plus de 18 millions de tonnes de produits vivriers ont été récoltés en 2016 contre 12 millions en 2012. Ce pari gagné reste la bataille de la transformation. La réunion d'Abidjan nous donnera aussi l'opportunité de discuter des schémas de financement qui sont appropriés pour l'agriculture. Que ce soit le cacao ou d'autres cultures, transformer veut dire être en mesure de mettre en œuvre une démarche chaîne de valeur. Produire, mais aussi avoir des investisseurs qui voient le potentiel d'utiliser la matière première, de transformer et de distribuer. Pour éviter qu'on vende la matière première, elle va en Europe, elle nous revient, on paye plus cher. Ça veut dire qu'on est en train d'exporter des emplois. Une politique d'industrialisation judicieuse qui ne sera efficace que dans un cadre régional intégré. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a la CEDEAO. Parce que comme vous le savez, des fois on a des excédents en Côte d'Ivoire et des déficits dans les autres pays. Donc l'opportunité, c'est donc que ce soit le marché national et régional qui est exploité pour encourager les investissements et la production locale. Sont présents à ce forum d'Abidjan des chefs d'État, des ministres africains, des organisations paysannes, des entreprises agroalimentaires, des institutions financières, des chercheurs, des partenaires au développement et des organisations chargées de la mise en œuvre de projets agricoles. Dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire et l'inscription en ligne est la première étape de cette rentrée. Elle a démarré, je rappelle, le 5 juillet dernier, mais dans des établissements scolaires, ce n'est pas la grande affluence. Quelles sont les raisons et éléments de réponse avec David Soyo et Franck Quadio? La rentrée des classes, c'est dans quelques jours. Et pour s'inscrire, il faut composer désormais avec le numérique. Dans ce cybercafé, autrefois grouillant d'élèves, le gérant s'étonne aujourd'hui du manque d'engouement en cette période de l'année. On peut compter le nombre, alors que les années précédentes, bon, j'avais vraiment de l'engouement. Cette année, bon, à peine quelques personnes qui viennent. Donc... Un tour dans cet autre cyber, même constat. C'est dû au fait que les paiements mobiles sont vulgarisés. Voilà, tout le monde arrive à le faire avec son téléphone. À la maison, bon, où qu'il soit, il arrive à faire le paiement avec son téléphone. Donc, ils ne se sentent plus obligés de venir au cyber pour faire l'inscription en ligne. Mais pour commencer le processus, se rendre à son école pour les premières formalités. Direction donc les établissements d'enseignement technique et général, communes choisies par notre équipe. Cocody pour un premier constat. Au lycée classique, puis au lycée technique, ce n'est pas l'affluence des grands jours. De petits groupes d'élèves et de parents sont aperçus par endroits, le mobile, se renseigner. Je ne suis pas encore inscrite parce que je n'avais pas assez de renseignements pour l'inscription en ligne. Je n'ai pas encore fait mon inscription en ligne, j'attendais après les fêtes et ce que moi et mes parents avons décidé. Quelques-uns ont cependant réussi à s'inscrire en ligne. D'abord, je suis parti d'un cyber, puis on demande à ce que je parte dans une agence
réseau téléphonique afin de pouvoir payer et venir retirer le reçu après dans un cyber. Et je suis parti, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Il y a ceux malheureusement confrontés, comme Aruna, élève en première D, à certaines difficultés. Accompagné de sa sœur, Aruna se rend au ministère de l'Éducation nationale pour mieux comprendre. Après quelques échanges, tout semble rentrer dans l'ordre. Bon, je suis venu, ils m'ont expliqué, ils ont résolu mon problème. Maintenant, ils peuvent m'inscrire en ligne normalement. Le jeune homme repart satisfait. Mais tout ce temps mis pour une inscription, de quoi inquiéter certains parents. Cette affaire d'inscription en ligne, là, il faut qu'on nous explique au mieux. Parce qu'on inscrit les enfants depuis la classe de 6e jusqu'à la terminale. Ils ont le même numéro de matricule. On les inscrit chaque année à 3 000 et à 6 000. C'est selon, soit au privé ou au public. Mais qu'on nous explique. Parce que le numéro de matricule, il ne change pas. Il suit l'enfant de la 6e à la terminale. D'où vient-il que chaque année, on va faire une inscription en ligne? Une préoccupation qui trouve sa réponse avec le chargé du suivi d'études des opérations de l'inscription en ligne. L'intérêt de l'inscription en ligne, ça permet aux établissements de fonctionner avant la mise en route de leur budget par l'État. L'inscription en ligne a également pour objectif lutter contre les inscriptions parallèles dans les centres scolaires. Elle concerne les élèves de l'enseignement technique et général de la 6e à la terminale. L'élève qui ne s'inscrit pas en ligne s'expose au refus d'être admis dans les établissements pour suivre le cours. Et à la date du 7 septembre, tout élève qui ne serait pas inscrit en ligne sera considéré comme démissionnaire. Pour permettre alors à tous les élèves de s'inscrire en ligne, la tutelle dit avoir mis en place certaines stratégies. Nous avons élaboré des flyers, des affiches, ensuite en collaboration avec les directeurs régionaux. Ils doivent animer des émissions au niveau des radios locales et dans toutes les manifestations du grand public. Et se fait passer cette communication avec les chefs religieux, musulmans et chrétiens. Ils ont aussi un échange avec eux pour qu'ils fassent passer l'information. En plus, s'ajoutent les centres d'appel et 2 sites Internet pour faciliter l'inscription des étudiants partout où ils se trouvent. Près de 2 millions d'élèves sont attendus pour cette rentrée scolaire 2017-2018. L'inscription en ligne a démarré depuis le 5 juillet. Elle prendra fin le 7 septembre prochain. Et justement, l'inscription en ligne était le sujet évoqué au magazine de ce dimanche. Monsieur Fofana Mamadou du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était l'invité au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. L'objectif de l'inscription en ligne, c'est d'abord de faciliter la gestion des informations scolaires. Aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, nous sommes capables de produire nos données statistiques en temps réel. L'inscription en ligne a été lancée depuis le 5 juillet. Depuis le 5 juillet, et nous voyons que les parents traînent encore les pas à inscrire leurs enfants. Alors que la rentrée, c'est le 11, et nous devons boucler les inscriptions le 7 septembre pour permettre aux établissements de s'organiser, de pouvoir mettre les enfants dans les salles de classe, etc., etc. Il y a quelques élèves encore qui n'arrivent pas à passer les examens parce que, d'abord, les parents ne suivent pas toujours les consignes. On leur demande de faire individuellement les inscriptions en ligne, mais ils préfèrent aller dans les établissements qui ne sont pas souvent validés par nos structures. École Média, c'est un outil de gestion des établissements scolaires. C'est-à-dire que désormais, comme l'inscription en ligne, au début on nous a dit « mais ce n'est pas possible, l'inscription en ligne, on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de réseau ». Aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, lorsque nous serons à la fin de l'école média, chaque parent, depuis la maison, pourra voir les notes de ses enfants directement. Ah oui. Oui, pourront voir directement les notes de ses enfants. Ils pourront voir tout ce que l'enfant fait dans l'école. Est-ce qu'il est parti à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas parti? Tout cela, on pourra le voir
facilement. C'est donc une révolution. C'est une vraie révolution. Merci. Et qui vient accompagner l'inscription en ligne, qui est déjà une innovation. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité internationale dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité dans le monde cette semaine? Le 7 sur 7, c'est avec Herman Guivé. L'ex-procureur général du Venezuela, Luisa Ortega, qui appuie son pays où elle se considère victime d'une persécution politique, a dénoncé lundi dernier au Costa Rica la volonté supposée du gouvernement vénézuélien de chercher à l'abattre. Chaviste dissidente, elle a été démise de ses fonctions le 5 août dernier par la toute nouvelle Assemblée constituante, acquise au chef de l'État vénézuélien, Nicolás Maduro. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, a promis mardi qu'il ne chercherait pas à se venger de ses 4 mois d'incarcération pour trahison et a assuré avoir pardonné à ceux qui l'ont ordonné. Il s'exprimait devant plusieurs milliers de ses partisans, réunis dans la cathédrale anglicane de la Sainte-Croix, dans Lusaka, pour célébrer son retour à la liberté. Des milliers de Vénézuéliens ont marché à Caracas mercredi dernier pour honorer la mémoire des 125 personnes tuées au cours des violentes manifestations qui ont secoué le pays entre avril et juin. Les combats qui opposent les rebelles musulmans Rohingyas et l'armée dans le nord-ouest de la Birmanie ont fait au moins 400 morts en une semaine et poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers le Bangladesh au péril de leur vie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les forces de sécurité birmanes à la retenue contre la minorité musulmane. Des dizaines de milliers de Rohingyas ont pris la route. Selon les derniers chiffres de l'ONU vendredi, 38 000 personnes sont arrivées au Bangladesh depuis une semaine. Ces réfugiés sont quasiment tous des Rohingyas. Un nouvel incendie s'est déclenché vendredi dernier en fin de journée dans l'usine de produits chimiques d'Arkema aux États-Unis. Une usine frappée par la tempête Harvey, d'où s'élevaient des flammes et une épaisse fumée noire potentiellement dangereuse. Alors que les opérations de secours dans les régions inondées du sud des États-Unis redoublaient d'intensité, le vice-président américain Mike Pence a rendu visite jeudi aux résidents de Rockport, au Texas. Le président américain Donald Trump a promis de faire un don personnel d'1 million de dollars aux victimes des inondations de la tempête Harvey, a annoncé la Maison-Blanche. Le président kényan Uhuru Kenyatta a critiqué samedi dernier la Cour suprême au lendemain de l'annulation historique de sa réélection et exclut tout remaniement en profondeur de la controversée commission électorale chargée d'organiser le nouveau scrutin d'ici le 31 octobre. La Cour suprême kenyane a pris vendredi dernier une décision à la portée historique en invalidant pour irrégularité la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, une décision saluée par l'opposant Raila Odinga. Dans une adresse à la nation, Uhuru Kenyatta lui a marqué son désaccord avec cette décision, mais a toutefois déclaré qu'il la respecterait. Tout en appelant ses concitoyens à maintenir la paix, il a déploré qu'alors que des millions de Kenyans avaient fait leur choix, 6 personnes aient décidé d'aller contre la volonté du peuple. L'annonce de la victoire de Uhuru Kenyatta s'était accompagnée de manifestations et de meutes violemment réprimées par la police, dans lesquelles au moins 21 personnes avaient été tuées. La Corée du Nord a mené un 6e test nucléaire ce dimanche avec des moniteurs sismiques mesurant une explosion de magnitude 6,3 près de son site d'essai principal en augmentant ses ambitions d'armement à de nouveaux sommets. Qualifié de séisme artificiel, ce 6e essai nucléaire serait 5 à 6 fois plus puissant que celui provoqué par son 5e test. Les Nord-Coréens, eux, se réjouissent de ce succès annoncé. Le président américain Donald Trump a lui affirmé ce dimanche qu'une politique d'apaisement envers la Corée du Nord ne fonctionnera pas après l'annonce de ce test réussi par le régime de Pyongyang. On va terminer par la Côte d'Ivoire en rappelant cette rencontre à laquelle a pris part le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Abobo. C'est une cérémonie d'hommage organisée ce dimanche en l'honneur du président de la République. Les populations à Abobo se sont retrouvées pour saluer les actions du chef de l'État. Les échanges ont également porté sur le 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Le reportage de Gabriel Zani dans nos prochaines éditions. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et bonne reprise de travail à toutes et à tous.